de plus en plus, j'ai remarqué, dans les universités. Il y a beaucoup de programmes, l'Université d'Ottawa qui comprend beaucoup d'Autochtones. Il y a même chez écrit à Ottawa, il y en a beaucoup, il y a vraiment une grosse diaspora. Puis, en fait, aussi, je sais qu'à McGill aussi, ils donnent des cours de cri. Puis, maintenant, c'est hier à l'Université Laval, ils viennent de créer le comité autochtone, en fait, qui va pouvoir intervenir, avec les assos, les différentes associations étudiantes de l'université, parce que, à l'université, il n'y a pas juste une asso, il y en a plusieurs, du programme de philosophie. Donc, ces gens-là vont pouvoir s'impliquer, vont pouvoir être consultés aussi dans les différents programmes. On retrouve beaucoup d'Autochtones aussi en sociologie, en anthropo, donc ça se fait de plus en plus. C'est sûr que les gens sont moins portés à aller vers les centres d'amitié autochtones, mais au moins dans les universités, ça commence vraiment, les gens à l'université, de manière générale, s'ouvrent beaucoup plus. Donc, ça commence à se faire beaucoup dans les universités. Pour ce qui est du Québec des 12, en fait, moi, il y a certaines revendications que je fais pour un Québec souverain, pas juste pour les Autochtones, mais aussi pour les Québécois en général. Je pense qu'au Québec, peut-être pas avec le gouvernement qu'on a en ce moment, mais de manière générale, on est beaucoup plus progressiste que le reste du Canada. On a une certaine mentalité qui est très propre à nous, qui diffère complètement. Si on voit juste sur le dossier des oléoducs, le Québec bashing que ça a généré en Saskatchewan et en Alberta, c'est assez épouvantable. Donc, c'est sûr que moi, le Québec des 12, je pensais vraiment au Québec, mais c'est sûr que ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant, du modèle, en fait, de pouvoir être observé partout en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Donc, oui, bonjour, je m'appelle Pascal Bonavi, et moi j'avais une question. Je ne suis pas québécois, je viens de France, et il y a quelque chose, j'ai un autre regard en fait sur la situation, et il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi les autochtones vivent dans des réserves, en fait, tout simplement. Pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi les populations ne se sont pas mélangées, ne se sont pas mis ensemble et fonder tout simplement un pays. Et pourquoi il y a toujours cette séparation? Je sais que j'aimerais savoir. En fait, c'est venu avec la loi sur les Indiens, donc pour enlever une certaine souveraineté à ces peuples-là, parce que le racisme envers les Autochtones ne date pas d'hier. Donc pour enlever parce que les Autochtones, c'est eux qui avaient le territoire avant, donc pour vraiment le Canada anglais avant, pour s'approprier ces terres-là, pour pouvoir développer des choses, ils se sont dit c'est mieux de les tasser en réserve, puis justement de les mettre dans des réserves exiguës, pour là vraiment créer un contraste, puis pouvoir s'approprier une certaine souveraineté sur les terres. Donc en fait, ça vient pas de votre propre volonté? Non, c'est vraiment le système avec la loi sur les Indiens qui a créé les communautés. Pour vraiment, puis en plus, on les menaçait. On disait, si vous n'allez pas dans les réserves, vous n'aurez pas d'argent. Donc, les gens ont été contraints de se ramasser dans ces réserves exiguës, éloignées. Là. Donc, c'est vraiment le système qui a fait en sorte qu'il y a maintenant des réserves. Et la loi sur les Indiens est toujours en vigueur, donc, encore des réserves. C'est une sorte de ségrégation. Exactement, c'est exactement ça. Puis c'était ça le but aussi. Merci. En fait, on peut appeler ça un apartheid. On sait, et c'est documenté, on sait que l'Afrique du Sud est venue ici étudier comment on faisait avant de créer son système d'apartheid. L'Australie aussi. L'Australie s'est inspirée du Canada pour faire ce qu'ils ont fait aux indigènes. En Australie, ça a été quand même assez épouvantable. Assez. Merci, M. Bastaro. À votre tour, monsieur. Bonjour, Dave Tremblay. Premièrement, j'aimerais dire à monsieur, je sais qu'il y a des cours de Nuluen, mais je le prononce probablement super mal, mais c'est la langue de Mastoyat. Sur Internet, c'est des cours gratuits, puis il y a un beau site pour ça. Je l'ai fait un peu, j'ai pratiquement tout oublié déjà, mais c'est super beau. OK. Pour ma question, en fait, c'est à propos, surtout, on parle souvent ces temps-ci un peu d'appropriation culturelle, avec comme la coiffe traditionnelle. Puis ça a même venu à être interdit à certaines places, puis je comprends dans certains contextes que ça pourrait être super manquer de respect. Mais il y a aussi, je veux dire, je suis très intéressé à la culture, les cultures autochtones en fait, qui sont super variées et intéressantes à moi, mais c'est comme je me demande,
C'est quoi le point de vue des Autochtones sur, mettons, des Blancs qui vont venir à des activités autochtones et qui vont essayer de, peut-être pas s'intégrer, mais s'intéresser à leur communauté, à leur future histoire, etc. C'est sûr que, bon, il y a certains powwows proches des grands centres. Bon, mettons, à celui de Ganawagé à Montréal, il y a beaucoup d'Allochtones qui viennent. Puis les gens, si vous êtes Allochtone, vous allez pas vous faire regarder croche, même que les gens apprécient parce que, bon, les femmes peuvent vendre leur artisanat, puis souvent, c'est un bon moyen de revenu pour elles, le perlage, les confections de régalia, choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Moi, ce qui me dérange beaucoup, bon, à l'appropriation culturelle, c'est quand on caricaturise un peu, puis surtout quand, bon, vous parlez de la coiffe. La coiffe, en fait, on peut pas n'importe qui peut se mettre ça sur la tête. C'est avec puis en plus, une vraie coiffe, c'est avec les plumes d'aigle. Les plumes d'aigle qui signifient beaucoup l'élément spirituel chez les Autochtones. Donc, de pouvoir porter les plumes d'un aigle, c'est vraiment un grand privilège. Puis il y a juste les gens qui ont fait des preuves, qui ont mérité le respect des communautés, les chefs, peuvent la porter. Donc, qu'on se balade avec ça sur la tête, personnellement, je trouve ça très insultant parce qu'en plus, ça vient perpétuer un certain stéréotype du fait qu'on a toutes des plus centaines. Les gens connaissent pas vraiment la signification de ça. Et surtout, bon, l'autre fois, j'étais dans un magasin de costumes d'Halloween avec mon ami, puis il y avait des costumes sexy d'Autochtones. Sachant qu'en tant qu'Autochtone, on est 6 fois plus à risque que toute autre ethnie au Canada de se faire tuer ou de se faire violer. C'est vraiment déplacé. Donc, c'est vraiment des petites... Mais c'est sûr que si vous allez dans une communauté, puis même que de plus en plus de communautés ont des festivals sur la Côte-Nord, il y a Inunikamu, qui est un gros festival de musique. Il faut arrêter d'avoir cette perspective-là, cette pensée-là que les Blancs ne sont... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah ouais, les Blancs peuvent aller dans les communautés. » Je suis comme « Oui, ça ne vous est pas interdit. » Il y a encore cette pensée-là que « Oh mon Dieu, c'est quelque chose où les Blancs sont bannis. » Mais non. Puis même que c'est une bonne façon d'engager le dialogue si on comprend un peu mieux la culture. Merci. Vous pouvez y aller à tous les mois de juillet, à la mi-juillet, à Meshtoyat. C'est un super powwow, grand rassemblement Innu. Il y a le festival de contes aussi. À tous, on peut aller danser au son des tambours, on peut manger du castor, on peut goûter des abanés. On peut les voir aussi. Et oui, on peut manger du castor, c'est délicieux. Puis même qu'à un certain moment, à Ganawagé, j'étais au bar, elle était passée, puis tous les danseurs se sont réunis dans le cercle de danse, puis même ils dansaient avec les Allochtones, donc tout le monde danse ensemble. Donc c'est vraiment une belle célébration, puis tout le monde peut aller vraiment puis constater à quel point c'est beau la culture autochtone, c'est riche. Oui. Merci. À vous, madame. Monsieur. T'as occupé les cheveux. Bonjour, mon nom est Charles Roy. Merci d'être ici, puis je te félicite pour ton implication. Merci beaucoup. Ma question est applicable à plusieurs enjeux sur notre planète, mais je te la pose en lien avec ton intérêt pour le droit. C'est pourquoi accepter les structures illégitimes? Bon, en fait, exemple... Exemple, système de justice, système économique, entre autres. Dans les communautés? Dans les communautés, puis il faut dire qu'on se dit, on accepte l'autorité illégitime en entrant dans les systèmes de droit ou bien, par exemple, les manifestations étudiantes qu'il y a eu. On est quand même en train de manifester devant les édifices du gouvernement, puis on dit vous avez autorité sur nous, sur la décision. Pourquoi ne pas devenir souverain par nous? En fait, c'est très... bon, je le constate beaucoup en tant que personne qui milite activement dans mon milieu citoyen, c'est qu'on est tellement une minorité encore. C'est malheureusement, tu sais, les gens, puis il y a beaucoup de gens qui sont très cyniques, donc qui ne vont pas voter, des choses comme ça, ou bien mon Dieu, qui
qui votent, ah, ben, eux autres, ils ne monteront pas les impôts. On sait qu'ils sont corrompus, mais ils ne toucheront pas aux impôts, on va voter pour eux autres. Donc, c'est vraiment de l'individu. C'est ce que je constate de plus en plus. Au Québec, on a passé d'un état d'esprit vraiment très solidaire à vraiment de l'individualisme. Donc, maintenant, les gens, ça les gosse de payer l'impôt parce que, c'est une manière de penser très individuelle. Donc, je pense qu'il y a là le problème. En fait, les gens n'ont plus de conscience sociale. Puis même moi, qui a une conscience sociale, je me fais dire « Ah, mais toi, t'es une bobo. Je suis un bohème bourgeois. » Donc, les gens, dès que t'es comme si pour être de gauche, il faudrait nécessairement être pauvre puis être vraiment dans la chenoute jusque-là. Les gens ont tellement plus cette conscience sociale puis vraiment cette pensée collective que, justement, ça fait qu'on élit n'importe qui à nos gouvernements qui, justement, puis profite aussi beaucoup de ça. Puis en fait, ce que le gouvernement fait en ce moment, c'est vraiment d'essayer de centraliser tout pour essayer qu'il n'y ait pas de cohésion sociale. En fait, ici sur la Côte-Nord, il y a un syndicat d'infirmières, puis ils ont essayé de tout ramener ça vers un point, mais la Côte-Nord, c'est grand, là, il n'y a pas tout le monde qui peut faire la route pour aller dans les assemblées générales, tout ça. Donc c'est tellement cette pensée-là, comme j'en parlais tantôt aussi, de centraliser l'économie entre Québec et Montréal, c'est cette non-cohésion sociale-là qui fait qu'on dirait qu'on se conforte vraiment dans cette pensée individualiste-là. Puis d'ailleurs, je suis en train d'écrire là-dessus. Ça va sortir en septembre 2016. Donc, vous pourrez voir ça, mais oui, c'est quelque chose, en fait, que je constate aussi. Mais on est tellement une minorité encore que c'est sûr qu'on se fait taper dessus. Il faut que les gens se lèvent. On n'aura pas le choix. Bonjour, moi, mon nom, c'est Jean-Benoît Bouchard-Martel. Bonjour. En sciences de la nature. Premièrement, je voudrais te féliciter pour ton implication. Merci. C'est vraiment inspirant, ce que tu fais. Moi, ma question, c'est que j'ai moi-même des origines autochtones très lointaines, mais quand même. Et j'ai voulu, à cause de ça, m'informer là-dessus. Et j'ai un ami, et c'est un grand ami. Et quand je lui ai parlé de ça, comment ça allait dans sa communauté, j'ai appris malheureusement qu'il avait des problèmes de drogue. Et ça m'a fait beaucoup de peine pour lui. Puis, j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce qui est fait, ou sinon qu'est-ce qui pourrait être fait pour contrer ça. En fait, surtout dans les communautés inuites, ce qui est très déplorable, c'est qu'au lieu de faire manger ces personnes-là convenablement, parce que je ne sais pas si vous savez, mais le prix de la nourriture là-bas est exorbitant. Une pinte de lait, ça coûte 12 $, acheter un poulet, ça coûte 60 $. Puis malheureusement, les gens n'ont pas d'argent. Donc, au lieu de mettre de l'argent, d'investir pour que ces gens-là mangent bien, on criminalise les gens et on ouvre des prisons. Donc là, il y a de plus en plus de gens qui se font criminaliser pour des raisons complètement aberrantes, puis ils se font mettre en prison parce que c'est bien plus facile que de les faire manger. Puis, il y avait un programme conservateur pour faire comme un peu un show de boucan. Ils ont dit, on va créer Nutrition Nord. C'est un programme qui justement pour alléger le fardeau fiscal des marcheurs là-bas, pour justement les financer pour que le coût soit moins cher, parce qu'il faut tout faire venir par avion, puis c'est dispendieux. Mais bon, le vérificateur général a passé, puis il a dit ce programme-là, c'est justement, c'est une stépette, puis vous investissez pas là-dedans. Donc déjà là, si on pouvait faire manger d'abord ces gens-là convenablement, parce que bon, avoir un toit à manger, tout ça, c'est des droits fondamentaux. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des tentes à côté de des maisons dans les communautés inuites. Donc, déjà là, il y a des programmes, puis il faudrait investir. C'est vrai que tout est loin, ça coûte cher à investir là, mais au moins, il faut se donner la peine. Parce que sinon, c'est qu'on abandonne carrément ces gens-là. Mais déjà, alléger le fardeau fiscal pour la nourriture, parce que nourrir une famille là-bas, ça coûte cher. Les revenus, il n'y en a pas beaucoup des sources de revenus là-bas. Je veux dire, les opportunités d'emploi sont très faibles dans les communautés. Dans les communautés en général, il y en a encore plus chez les Inuits. Donc déjà là, il faudrait se tourner. Puis même, il y a Kuujjuaq, je pense, qui commence à faire des projets de se tourner, étant donné que le gouvernement ne fait rien, qui sont tournés vers d'autres alternatives pour manger. Donc, ils commencent à faire des serres, mais bon, faire des serres, ça nécessite beaucoup d'énergie. Bon,
Ils essaient de développer de plus en plus des solutions pour ça, mais il y a encore beaucoup de travail. Bonjour, François Privé, je suis professeur ici au collège en philosophie. Cette semaine, on a vu un film qui s'appelle L'Empreinte, qui parle de l'enracinement de la culture québécoise dans les cultures autochtones qu'il y avait sur ce territoire-là avant que les Français arrivent. Puis sur le métissage qui a existé entre les premiers Français qui sont arrivés ici, puis les peuples autochtones qui couvraient tout le territoire. Puis ça parle aussi de la négation qui est arrivée au 19e siècle, de cet enracinement-là, dans un vrai partage du territoire qui se vivait beaucoup mieux avant la conquête qu'après la conquête. Puis toi, tu es le fruit de l'union entre une alloctone et un autochtone, donc métisse, pour ta part. Cette identité-là de métis qui existe sur notre territoire chez beaucoup de gens que ce qu'on sait. Moi, je faisais lever